La chasse à la baleine est interdite partout dans le monde depuis environ 30 ans. Pourtant, vous le voyez, des bateaux japonais continuent de tuer ces cétacés dont la viande est très prisée sur les tables nippones. L'un des baleiniers hors la loi s'est fait surprendre au large des côtes australiennes et ça a déclenché une nouvelle polémique. Florent Boutet. Cet énorme bateau japonais qui ressemble à une usine flottante s'est fait survoler dimanche par Sea Shepherd, une association de défense de l'environnement. La photo choc a été prise au large de l'Australie, dans un sanctuaire de baleines où la chasse est pourtant strictement interdite. Aussitôt, l'équipage s'est empressé de bâcher le cadavre du cétacé. Des sanctions devraient être diligentées par la Cour internationale de justice. Les Japonais jouent la montre depuis des dizaines d'années en multipliant les procédures administratives. Ils mentent au monde entier sur les raisons de leur campagne de pêche à la baleine dans l'océan Antarctique. L'Australie devrait taper du poing sur la table et enfin faire respecter ses eaux territoriales. Et pourtant, depuis 1986, un moratoire international interdit la chasse à la baleine. Alors oui, le Japon ne réalise officiellement que des prélèvements pour la recherche scientifique. Mais rassurez-vous, même si Tokyo a réduit ses permis de pêche, la viande de baleine termine encore sur les meilleures tables nippones. Là-bas, vous n'aurez aucun mal à en trouver. Il est bientôt minuit sur France Info, c'est l'heure de se dire au revoir. Il y aura dans quelques instants la météo, puis ce sont nos confrères de France 24 qui prennent le relais pour continuer à vous informer tout au long de la nuit. C'était un plaisir de passer cette soirée avec vous. Je vous retrouve demain avec plaisir. Bonne soirée sur France Info. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une très belle nuit en notre compagnie. Nuit claire à peu près partout, sauf dans le nord-est où nous aurons une circulation nuageuse. Quelques nuages et quelques flocons de neige tomberont sur le Massif central, les Pyrénées et la Corse, où là nous sommes en vigilance orange jusqu'à minuit. Neige, verglas, avec beaucoup de vent, un vent de nord-est qui soufflera fort. On retrouvera d'ailleurs le Mistral, la Tramontagne, un vent de nord glacial sur l'ensemble du pays. Demain matin aussi, cette bise soufflera de l'air froid qui nous vient de l'Europe de l'Est. Attention aux brouillards givrants au-dessus du sud-ouest et des vallées alpines. Dans l'après-midi, journée très ensoleillée avec toujours ce vent de nord-est. Les nuages récalcitrants se retrouveront sur les côtes basques et landaises. Ailleurs, une toute petite circulation nuageuse. Attention, encore beaucoup d'instabilité sur l'île de Beauté. Même si on ne parle plus de vigilance orange, il y aura un risque d'avalanche 4 sur 5 et toujours beaucoup de vent, Mistral, Tramontane, vent de nord-est entre Corse et continent. Moins 10 à 3 degrés le matin, de très fortes gelées avec des ressentis encore plus froide. Dans l'après-midi, moins 2 à 12 degrés. Belle nuit. France Télévisions, l'INA, France 24 et Radio France, l'audiovisuel public rassemblé. Une nouvelle offre d'information en continu. France Info, l'info ensemble.
Vous regardez Paris Direct, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Theresa May a levé toute ambiguïté. La première ministre britannique veut une sortie claire et nette de l'Union européenne. Il s'agira d'établir un nouveau partenariat et non un statut de membre partiel. Cette sortie devrait coûter entre 55 et 60 milliards d'euros à Londres. L'armée nigériane a commis une erreur tragique. Elle a bombardé un camp de déplacés dans le nord-est du pays. Au moins 50 personnes ont été tuées selon un bilan de Médecins sans frontières. La présidence parle d'une regrettable erreur opérationnelle. Le président chinois est venu défendre le libre-échange et la mondialisation à la tribune de Davos. L'intervention de Xi Jinping était très attendue. Jamais un dirigeant chinois ne s'était déplacé au Forum économique mondial. Les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne devraient débuter fin mars. Theresa May a donc précisé sa stratégie. Elle ne veut pas d'un statut de membre partiel ou associé. L'accord final sera soumis par ailleurs au vote du Parlement britannique. Axel Simon. Elle devait lever le voile sur sa vision du Brexit. Et d'emblée, ce qui se dessine, c'est une sortie annoncée du marché unique, mais qui ménage aussi les intérêts économiques du Royaume-Uni. Nous envisageons un partenariat équitable entre d'un côté une Grande-Bretagne indépendante, globale et qui se gouverne seule, et nos amis et alliés de l'UE. Pas une relation avec l'UE qui serait partiale, ou quoi que ce soit qui nous laisse un pied dehors, un pied dedans. Theresa May a fait savoir que le message des Britanniques était bien reçu. Elle a énuméré certaines des raisons qui les ont conduits à voter en faveur du Brexit. Désaccord avec la réglementation de Bruxelles, affaiblissement de la démocratie locale, immigration record, entre autres. Elle en tire les conséquences pour le plan d'action de son gouvernement. La sortie du marché unique et le contrôle étroit des flux d'immigration aux frontières du Royaume-Uni. Et dans le cadre des nouvelles relations majoritairement douanières avec ses partenaires européens, Theresa May a aussi mis en garde contre de possibles représailles. Le Royaume-Uni veut rester un bon ami et un bon voisin de l'Europe. Mais je sais qu'il y a des voix qui appellent à un accord punitif, qui sanctionne le Royaume-Uni et dissuade les autres pays de suivre le même chemin. Je suis sûr qu'un accord positif va pouvoir aboutir, mais je suis aussi claire sur le fait qu'il est préférable pour le Royaume-Uni de n'avoir aucun accord plutôt qu'un mauvais accord. Quel que soit cet accord, le résultat des négociations de sortie sera soumis au vote du Parlement. Mais ce qui reste incertain, c'est le calendrier. Theresa May a promis d'activer avant la fin mars l'article 50 du traité de Lisbonne qui déclenchera la procédure de divorce. Royaume-Uni et Union européenne disposeront alors de 2 ans pour boucler les négociations de sortie, sauf prolongation consentie par les deux parties. Le Parlement européen a finalement un nouveau président. L'Italien controversé Antonio Tajani, représentant de la droite, s'est imposé au 4e et dernier tour face à son adversaire de gauche Gianni Pittella, un autre Italien. Le suspense aura été grand pour ce scrutin. Le conservatisme d'Antonio Tajani était la cause, notamment des réticences de certains. L'auteur de la fusillade du 1er janvier dernier dans un club en Turquie a reconnu les faits. Il avait été arrêté hier à Istanbul dans le quartier d'Esenyurt. L'individu est ouzbek. Il a reçu une formation au maniement des armes en Afghanistan. Inès Olagaray. C'est la fin d'une vaste chasse à l'homme. Il aura fallu un peu plus de 2 semaines à la police turque pour mettre la main sur Abdulgadir Masharipov. L'auteur présumé de l'attaque contre une discothèque d'Istanbul le soir du Nouvel An a été arrêté ce lundi. Son nom de code est Abu Mohamed Orasani Abdulkavi. Il est né en Ouzbékistan en 1983. C'est un terroriste qui a fait des études et qui parle 4 langues. Le terroriste a avoué son crime. Ses empreintes correspondent à celles relevées pendant l'enquête. Les médias turcs ont d'abord affirmé que le suspect avait été arrêté avec son fils de 4 ans. Mais le gouverneur maintient que l'enfant n'était pas présent lors du raid. Abdulgadir Masharipov a été capturé vivant avec 4 complices présumés, 3 femmes et un homme, dans cet appartement situé sur la rive européenne d'Istanbul. Une victoire pour les autorités turques qui vont pouvoir les interroger et tenter d'obtenir des informations sur les réseaux du groupe État islamique en Turquie. D'après les autorités turques, Abdulgadir Masharipov a été entraîné en Afghanistan et au Pakistan avant d'entrer illégalement en Turquie en janvier 2016.